aujourd'hui, je vais vous présenter un point de vue, un angle de vue sur la vérité, celle que je vois tout genre qui se répète au cabinet, dans les relations, ce que je vois tout le temps dans la vie. Et donc, c'est à travers mon point de vue, d'accord, ce que je vais vous expliquer. Donc, pour moi, on a une âme, déjà, de base. Voilà. Pourquoi je pense qu'on a une âme? Parce qu'on n'est pas juste des robots. Quand on a envie de faire quelque chose, eh ben, même si on a été élevé dans le même contexte que, par exemple, des frères et des sœurs, des cousins, tout ça, ben, c'est notre envie à nous, c'est quelque chose qui nous anime et qui nous est propre. Donc, par exemple, moi, quand j'étais petite, voilà, il y avait mon père qui m'avait parlé du fait que grand-père avait trouvé des sources quelque part pour aller chercher de l'eau. Et moi, j'arrêtais pas de poser des questions. Et en fait, ma sœur, elle s'en fichait, par exemple. Donc je veux dire, il y a des choses comme ça qui nous sont bien propres. Pourquoi on a des engouements vers quelque chose en particulier, puis les autres, non, ça les laisse indifférents. C'est bien qu'on est animé de l'intérieur pour ces choses-là. Et l'âme, ça vient du latin animus, quelque chose qui nous anime pour ça. Donc on a une âme. Voilà, je parle de ce principe-là maintenant, après. Voilà. Vous prenez ou vous prenez pas. Donc on a une âme pour moi. Et puis cette âme, elle a des intentions d'incarnation. Elle va s'incarner pour certaines choses. D'accord ? Pour réaliser quelque chose, ou pour vivre quelque chose, ou juste contempler quelque chose, peu importe, hein, ça peut être très passif. Ou rencontrer quelqu'un, mais dans la matière. Donc, elle a des intentions d'incarnation. Et cette âme, elle va s'incarner dans l'existence. Voilà. Et l'existence, ben, c'est, on pourrait dire, une grosse bulle, d'accord, qu'on peut découper en plusieurs morceaux. Donc, suivant les philosophies, eh bien, il y a des philosophes qui le coupent en deux, le yin et le yang, et ils arrivent à tout expliquer avec ça, le yin et le yang, en coupant seulement l'existence en deux et en la comprenant avec ces deux systèmes. Et puis, il y a d'autres philosophies qui le coupent en sept. Les 7 métaux, les 7 planètes, les alchimistes, ils s'en débrouillent très bien aussi. Ils arrivent à tout expliquer en tout découpant en 7. D'accord ? C'est avec d'autres concepts. Les astrologues, eux, ils vont tout découper en 12. Donc, avec les 12 signes du zodiaque, ils vont pouvoir tout traduire dans la vie avec ces 12 influences. Là, ils parlent d'influence. Et donc, moi, je l'ai découpé en 4. Donc, 4 plans d'existence, donc c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc, je vais partir du plus subtil au plus dense. Donc, pour moi, il y a le plan mental, le plan émotionnel, le plan énergétique et le plan physique. Comme s'il y avait 4 briques, les unes mises sur les autres. Et donc, cette âme, elle va s'incarner. Alors, elle se dote d'un corps qui va vibrer, même moléculairement, pour les choses qui l'animent déjà de l'intérieur. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas le même corps tous. C'est qu'il y a des choses pour lesquelles ça aide d'avoir plutôt ce corps-là qu'un autre. Voilà. Mais après, c'est en finesse, quoi. Donc, on se dote d'un corps, d'un libre arbitre. Parce que si on a 10 peurs à dépasser pour faire un truc, oups, peut-être que je ne vais pas y aller, sinon je vais me prendre un mur. D'accord ? Donc, c'est bien d'avoir un libre arbitre. Ça nous aide sur notre chemin. Et puis, si c'est vraiment quelque chose qu'on a à faire dans nos intentions d'incarnation, quelque part, on va toujours être attiré par cette chose-là d'une manière détournée. Peut-être que ça ne se représentera pas de la même manière concrètement, mais ça peut se représenter. Donc, par exemple, si vous voulez faire du soin aux autres, le soin aux autres peut se représenter à la fin de vos études. Voilà, tu pourrais faire ça. Non, là, j'ai trop peur, j'ai des peurs à dépasser, donc j'y vais pas. Voilà. Vous faites votre chemin, vous dépassez des peurs en chemin, et le soin aux autres peut se représenter à nouveau dans votre vie. Si c'est vraiment quelque chose qui vous anime de l'intérieur, ça se représentera. Et on se dote aussi d'une conscience qu'on élargit au fur et à mesure des années. Voilà. Donc c'est ce qui nous ferait évoluer l'âme. Donc il y a une part d'inconscient qui devient de plus en plus conscient. Voilà.
Donc, dans ces plans de l'existence, là, les 4 plans, d'accord, tout en haut, dans le plan mental, ce que je vois, c'est qu'il y a de l'information et des croyances. Donc une information, c'est neutre à la base. Ça peut être... une information, c'est quelque chose qu'on peut écrire dans un livre, qu'on peut mettre dans un bouquin donc, et mettre dans une étagère, dans une bibliothèque. Et si le jour on sent le besoin d'avoir cette information, on pourrait rechercher cette information dans la bibliothèque. Donc une information, c'est neutre. C'est pas quelque chose bien, mal, c'est juste une information. Et donc, une information et puis des croyances. Alors là, on est en train avec des croyances, on est en train de polariser l'expérience. D'accord ? Comme s'il y avait 2 fils qui partaient à gauche ou à droite. Donc, je donne un exemple. Imaginons qu'il y ait quelqu'un là au milieu de la pièce, d'accord, juste devant moi. Et une information, ça pourrait être je veux qu'il fasse attention à moi, cette personne invisible. Voilà. Et donc, je peux avoir la croyance qu'il va faire attention à moi si je lui mets une gifle. Voilà. Ça pourrait être... Radical. Ça pourrait... Je pourrais avoir la croyance il va faire attention à moi si je le tue. Enfin, au moment de son décès, il va dire « Ah, il existait !» Voilà. Je pourrais avoir cette croyance-là. Puis, je pourrais avoir la croyance il va faire attention à moi si je lui mets une caresse gentille sur la joue. Ou si je le prends dans les bras. D'accord ? Donc, une information et une croyance, la gifle qui polarise l'information, on pourrait la polariser à l'extrême. D'accord ? La caresse sur la joue, toc, c'est ici. On polarise dans l'autre sens. Si je lui fais un câlin, on polarise encore plus dans l'autre sens. D'accord ? Donc, une information et une polarisation de l'information par des croyances. Et puis, cette croyance, elle peut être, on pourrait dire a priori négative ou positive. A priori, j'ai pas envie de moi-même de recevoir des gifles, donc j'ai plutôt l'impression que ce serait négatif. D'accord ? Et a priori, la caresse sur la joue, ce serait positif. Donc ça, c'est le premier niveau de lecture qu'on a en général. Vu notre conscience globale, voilà. En général, on dirait qu'il y en a un qui est positif et un autre négatif. Puis en fait, il s'avère que si je lui mets une gifle, c'était le jour où justement il avait besoin d'être réveillé. Hein. Rien à voir avec faire attention à moi. Mais c'était le jour où il avait besoin d'être réveillé un petit peu pour se ressaisir. D'accord ? Donc, ce que je croyais être négatif peut être positif pour lui en fait. Voilà. Mais ça, j'en sais rien à l'avance, quoi. D'accord ? Et si je lui mets une gentille caresse sur la joue, ben, il se trouve que plus jamais il voudra me parler parce que j'ai été trop tactile alors que lui, il ne pouvait pas supporter d'être tactile à ce moment-là. Enfin, voilà, il n'était pas encore prêt. Et donc, ce qui était a priori positif est devenu négatif. D'accord ? Donc, on avait un premier niveau de lecture, on a un deuxième niveau de lecture. Et en fait, il y en a un troisième, et il y en a un quatrième, et il y en a un cinquième, etc. Donc on ne sait jamais ce qui est bien ou mal. Jamais. En définitive. Parce qu'on n'a jamais la conscience de toutes les conséquences qu'aurait pu avoir notre geste. On ne peut pas. On a un cerveau d'humain. On n'a pas un cerveau... D'ailleurs, je ne sais pas quel cerveau il faudrait. Mais voilà, il n'arrive pas à tout capter, notre cerveau. Donc... une information, des croyances qui polarisent l'information, et on ne connaît pas toutes les conséquences. La seule chose qu'on connaît, c'est quand est-ce qu'on se fait vibrer ou pas. Est-ce que là, j'ai un engouement pour cette chose-là, ça me fait... j'ai envie de le faire ou pas. Donc du coup, quand on est bébé, en fait, déjà, on vibre pour les choses qui correspondent aux intentions de notre incarnation. Donc, on n'est pas venu avec un bouquin qui nous dit ça c'est bien et ça c'est mal. Ça, on n'est pas venu avec ce kit-là. Par contre, on est venu avec quand est-ce que je me fais vibrer, déjà tout petit, quoi. Voilà. Et ça correspond à nos missions de vie ou alors les intentions d'incarnation, voilà, avec d'autres mots, quoi. Et donc, du coup, qu'est-ce qui compte ? Est-ce que moi, je me fais vibrer en lui mettant une gifle ? Ou est-ce que moi, je me fais vibrer en lui faisant une caresse sur la joue ? Et en fait, ce qui va être juste pour moi
normalement est juste pour l'autre. Voilà. Je dis normalement, mais j'ai pas vu de contre-exemple. Donc, non, ce qui est juste pour moi est juste pour l'autre. Mais ce qui est juste pour moi quand je me fais vibrer dans la vie. Voilà. Alors je donne un autre exemple en fait. On a tous des défauts et tous des qualités, d'accord ? Et en général, on a les défauts de ces qualités. C'est pratique. Voilà. Et donc imaginons que ça, c'est une qualité et que ça, c'est un défaut. Voilà. Eh bien, les autres, ils ont des défauts et des qualités aussi. D'accord ? Et on est venu faire la synergie comme ça avec les autres. Si on était parfait, on rebondirait sur les autres. On serait parfait, donc on n'aurait pas d'intérêt à exister. Le fait d'être imparfait, eh ben, on est parfait dans notre imperfection et on peut faire ça avec les autres. Si je ne jouais pas une qualité, d'accord, les autres viendraient me chercher parce qu'ils ont un manque, d'accord, ils ont besoin que les engrenages puissent tourner. D'accord. Si je surjouais une qualité, ben, du coup, ça ne marche plus non plus. Je prends trop de place par rapport à ce que je devrais prendre. D'accord. Donc, quand on se fait vibrer, on est juste à sa bonne place et tout devient fluide. Donc ça, c'est dans l'idéal, bien sûr. On est loin de respecter ça tous autant que nous sommes avec nos croyances. Voilà. Donc, une information, des croyances, et quand on se fait vibrer, en fait, eh ben, normalement, on est dans le vrai, voilà. Et ce qui est juste pour moi, à ce moment-là, va être juste aussi pour l'autre. Je donne un autre exemple. Je déteste m'occuper des plantes d'intérieur. Voilà. Parce qu'au bout de quelques temps, même malgré tous les efforts que je peux faire, au bout d'un moment, maximum 2 ans, elles meurent. Comme ça, moi, voilà, les plantes d'intérieur, voilà. J'ai pas les pouces verts pour les plantes d'intérieur. Par contre, pour les plantes d'extérieur, j'ai vraiment les pouces verts. Incompréhensible d'ailleurs, à tel point que je réussis toutes mes boutures, ou presque. Voilà. Et donc j'ai expliqué la théorie à ma sœur, comment on fait les boutures, donc avec les yeux, bien couper en biseau, mettre dans la terre. Et elle ne se fait pas vibrer avec toute cette théorie, elle ne se fait pas vibrer quand elle le fait. Et elle ne sent pas la terre prendre la pousse. Moi, je sens il y a comme une pression qui se fait dans la terre. Et hop, je sais que c'est bon. Il suffit d'arroser après pour que ça puisse entretenir la chose et que la terre ait déjà pris la petite branche donc, qui va faire un arbre. D'accord ? Ou un rosier en général. C'est pour les rosiers. ou les géraniums. Et donc, j'ai beau expliquer cette théorie à ma sœur, elle ne sent pas quand ça prend. D'accord ? Mais moi, je me fais vibrer quand ça prend. C'est ça la différence. Et les plantes d'intérieur, je ne sens pas quand il y a trop d'eau ou pas assez d'eau. Pour moi, elles n'ont rien à faire à l'intérieur déjà, donc c'est un non-sens. Et je suis contente quand quelqu'un d'autre s'en occupe à ma place, parce que j'apprécie la plante d'intérieur à l'intérieur de la maison. Mais moi, m'occuper d'une plante d'intérieur qui n'est pas à sa place, eh ben, voilà, ça m'empêche de me faire vibrer pour le faire. Et au bout d'un moment, elle meurt. Alors que d'autres réussissent à faire pousser des fleurs à l'intérieur. Je suis très contente quand quelqu'un d'autre s'en occupe. Donc c'est là la différence en fait. C'est 2 personnes qui peuvent faire la même chose, mais qui ne vont pas se faire vibrer. Et qui vont réussir ou pas. Donc moi je vais faire les boutures pour ma sœur, d'accord ? Et elle fera quelque chose d'autre pour moi, dans ses qualités, d'accord ? Donc c'est un peu comme ça avec tout le monde en fait. Quand on respecte les qualités, les défauts des gens, et qu'on n'a pas envie de forcer quelqu'un d'autre à avoir des qualités qu'il n'a pas, eh bien on est dans le juste, on respecte l'autre et on peut enfin faire la synergie comme ça, d'accord ? Donc j'en étais toujours au plan mental, avec des informations et des croyances, d'accord, qui polarisent l'expérience. Pour moi, les croyances, c'est ça qui crée la dualité, le fait que la matière existe. Voilà. C'est sain de croire que la table est dure, c'est sain de croire que le mur est dur, d'accord ? Ça fait partie des croyances, on pourrait dire. Les physiciens, pourtant, ils disent que si les atomes de mon doigt vibraient à la même vitesse que les atomes de la table, je pourrais passer mon doigt à travers la table, d'accord ? Et les guérisseurs philippins, eux, ils passent leur temps à prier et à croire que c'est possible pour eux d'ouvrir les chairs et d'enlever la tumeur, d'accord ? Et ils y arrivent. Alors après, voilà. Ils y arrivent. Ils y arrivent, voilà.
Jean-Pierre Girard, lui, par l'esprit, il croit qu'il peut tordre les barres de fer par l'esprit, et je l'ai vu faire, moi. Donc il tord les barres de fer par l'esprit. D'accord ? Il tient sa barre de fer, il fait ça pour s'aider peut-être, et il tord la barre de fer. Voilà. Et c'est juste son esprit. Il a aussi des muscles de bodybuilder, parce que pendant un temps, il s'est entraîné avec son esprit à croire qu'il avait des muscles de bodybuilder. Et maintenant, il a des muscles de bodybuilder. Et ça, c'était après ses 60 ans, quoi. Normalement, on dit que si on n'a pas la masse musculaire avant 30 ans, c'est fichu, quoi. Et après 30 ans, on fait que l'entretenir. Ben lui, il met un contre-exemple pour tout le monde, quoi. Donc, il y a des croyances qui vont être saines, mais voilà, faut savoir qu'apparemment, elles pourraient nous limiter aussi. C'est intéressant d'avoir ces croyances. La table est dure, le mur est dur. Comme ça, on ne va pas à l'asile aussi. On peut faire une expérience commune ensemble. Hein. Par contre, si j'avais été petite fille en train de dire que non, c'est pas dur et puis de faire des choses comme ça, peut-être qu'on m'aurait pris pour une folle et j'aurais peut-être cru que j'étais folle et voilà, peut-être que je serais pas là, quoi. Donc, ça va être ça. De croire que la table est dure, que le mur est dur. Et puis, on va faire des expériences comme ça, comme ça. Puis, il y a des croyances, on a tous déjà entendu ça, enfin la plupart. Il y a des croyances qui vont être saines pour certains et pourtant malsaines pour d'autres. Voilà. Et ça, je trouve ça très très intéressant. Donc, pourquoi une croyance serait saine pour quelqu'un et malsaine pour quelqu'un d'autre ? Et donc, là, je vais donner un exemple que je donne tout le temps, en fait. Imaginons une famille d'ébénistes avec la croyance « il faut tout faire comme papa ». Et donc, de père en fils, ils sont tous ébénistes et ils reproduisent toujours les mêmes gestes. Et ça leur réussit. Ils sont reconnus, c'est ceux qui font les meilleurs meubles de la région. Donc en plus, avoir la croyance qu'il faut tout faire comme papa, ça leur réussit. Et donc le dernier fils là, de la lignée, il se trouve une chérie qui a une croyance un peu similaire dans sa famille. Ils sont boulangers de père en fils dans la famille. D'accord ? Il faut tout faire comme papa aussi, mais elle, comme elle est une fille, elle n'est pas concernée, elle n'est pas obligée d'être boulangère. Et elle se trouve son mari ébéniste. Et donc ils ne se posent même pas la question, quoi. Quand ils ont un premier fils, ce sera logique, il sera ébéniste aussi. C'est tellement naturel chez eux qu'ils ne se posent même pas la question, ils pourraient faire autre chose, quoi. Et donc le premier fils, il s'incarne avec l'intention de développer son rapport au bois. Donc ébéniste, charpentier, sylviculteur, ça aurait pu marcher, mais c'est des ébénistes. D'accord ? Donc c'est très bien. Quand il va recevoir la croyance dans la famille, il faut tout faire comme papa, ça va juste le porter dans le sens de cultiver son rapport au bois. Donc ça ne va pas être une croyance limitante pour lui. D'accord ? Il va se sentir porté, puis il va porter en même temps la croyance. C'est bien de tout faire comme papa. Et puis quand il aura 30 ou 40 ans, que son père sera à la retraite, il fera tout comme papa et plus. Donc il aura son meilleur ami qui sera charpentier, son deuxième meilleur ami ce sera le scieur de bois, puis le troisième meilleur ami ce sera le sylviculteur. Hein. Puis quand ils partiront en congé, mais ils partiront pas en congé juste pour aller à la plage, quoi. Ils partiront à l'autre bout du monde pour aller chercher des essences de bois qu'ils n'ont pas sur place, avec des couleurs de bois, etc. Voilà. Et puis ils regarderont les autres comment ils travaillent le bois aussi. Donc c'est tout faire comme papa et plus. Et pendant que les femmes, par exemple, elles peuvent en profiter dans cette zone-là pour faire autre chose qui leur plaise. Il y a toujours moyen de faire plaisir à tout le monde en voyage. Et donc pour lui, vraiment, c'est une croyance qui le porte. Et puis on revient en arrière, au moment où le petit garçon est encore enfant. Donc quand il était petit, il avait toujours un bâton dans la main, hein, déjà, tout petit, il se repère. Puis il a un petit frère qui arrive juste après. Et ce petit frère, lui, dans ses intentions d'incarnation, il a être autodidacte et artiste. Il a juste à vivre ça. Il est déjà venu avec, on va dire, ses qualités, il n'a pas à aller travailler, il est déjà comme ça. Il a juste à vivre ce que c'est qu'une vie d'autodidacte et d'artiste. Voilà. Et puis alors c'est un autodidacte un peu particulier, c'est un autodidacte qui ne peut pas apprendre par lui-même. Qui ne peut pas apprendre des explications des autres. Il apprend que par lui-même. Et donc quand il arrive en CP, il y a les premières explications du maître au tableau, là.
qui dure 2-3 minutes. Et puis lui, ce qu'il entend, c'est blabla, blabla, blabla. Il comprend rien, donc il regarde à travers la fenêtre. Ah, il y a un avion. Chouette, il y a enfin quelque chose à regarder. Ah, il y a les chaussures du voisin. Elles sont belles, ouais. Enfin bon, il essaye de s'occuper, quoi. Puis après, d'un seul coup, tout le monde s'excite. Ils ont tous pris leur cahier vert. Donc il fait pareil. Il a une soif d'apprendre, c'est un autodidacte quand même. Donc il a vraiment une soif d'apprendre. Il prend le cahier vert comme les autres. Alors lui, il fait un petit peu ça, je vais faire un petit peu ça. Lui, il fait un petit peu ça. Ah c'est pas tout à fait pareil. J'essaye de trouver une logique à moi, voilà. La correction au tableau. Ah, mais ils n'avaient pas tout à fait compris. Lui, il s'est fait sa propre loi. Il a compris le mécanisme qui était à apprendre. Il s'est fait sa propre leçon. Et donc il a 10 sur 10 au prochain examen. Même si au début il se trompe, il apprend de ses erreurs. Après il a 10 sur 10 parce qu'il s'est complètement approprié la leçon. Donc il a suivi son propre chemin neuronal aussi. Il a complètement respecté ça. Les autres qui ont essayé de suivre le chemin de pensée du maître, qui ne correspond pas tout à fait au leur, ils ont 8 sur 10 ou 9 sur 10. Parce que de temps en temps, ils n'ont pas tout à fait les mêmes chemins de pensée et ils n'arrivent pas à être tout le temps performants. D'accord ? Vous me comprenez là ? C'est bon. Et donc du coup, donc lui, il va avoir 10 sur 10. Le maître, ça ne va passer inaperçu. Il va s'occuper de celui qui a 2 sur 10. Il ne va pas s'occuper de celui qui a 10 sur 10. Donc pour l'instant, il n'y a personne qui sait qu'il est autodidacte et comment il fonctionne. Puis à 7 ans, son père lui dit « Aujourd'hui, mon fils, comme pour tous les hommes de la famille, c'est ton jour d'initiation. Tu vas faire ton premier pied de chaise. » Alors il sort le pied de chaise vermoulu du grand-père, il le met en modèle, et puis il sort un bout de bois brut, d'accord, à travailler. Donc il y a le modèle, le bout de bois brut. Et puis donc il lui explique qu'il va falloir respecter d'abord l'étape A, puis l'étape B, puis l'étape C, puis l'étape D. Voilà. Il explique bien comme son père avant lui avait expliqué. Et puis confiant, il s'en va à l'autre bout de l'atelier en se disant « Mon fils, ça va lui réussir comme à tous les hommes de la famille. » Voilà, je l'ai mis devant son travail. Il est content. Le fils, lui, il a entendu, pendant les explications ABCD, il a entendu blabla, 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 il pense à autre chose. Et puis, il se dit « Ah, bon, maintenant, je vais devoir travailler. » Alors, le bout de bois, comment il est ? Le bout de bois modèle. Voilà, là, il y a un arrondi, là, il y a un galbe. Voilà, ça, c'est un pied de chaise. Et puis, il y a mon bout de bois brut. Puis, comme il est artiste, il va sentir les forces et les faiblesses du bout de bois. D'accord ? Il va ressentir le bout de bois. Il ne va pas faire que juste regarder, c'est un bout de bois. Non, il va le ressentir. Et puis, il se dit, là, il y a une faiblesse au bout de bois. Donc, pour respecter la faiblesse, pour pas que le bout de bois fende en deux, je vais entourer la faiblesse par le côté arrondi du modèle. Et puis ici, il y a la force, mais elle n'est pas tout à fait... il y a une force dans le bout de bois, quelque chose d'un peu plus dur. Et pour respecter le galbe, pour pas que la force soit contrariée, je vais être obligée de dévier de l'axe le centre du pied de chaise, enfin, mettre l'axe du pied de chaise dans cet axe-là de la force, d'accord ? Donc par rapport à l'axe du bout de bois brut, c'est un peu dévié. On met un angle. Donc il va faire d'abord D, puis il va faire B, puis après il va couper. Il va faire une chute là et une chute là. C'est pas rationnel. Pour un ébéniste, il va essayer normalement d'avoir le moins de chutes possible, ou de la chute réutilisable. Donc là, il fait une petite chute là, puis une petite chute là. Donc c'est pas rationnel pour quelqu'un d'autre. Mais au moins son bout de bois ne fend pas en deux. D'accord ? Il n'y a pas de perte. Donc il a peut-être un petit peu plus de perte en chute, mais il n'a pas la perte complète du bout de bois. Donc plus tard, avec les années et les statistiques, on verra qu'il vaut mieux lui confier la coupe du bout de bois à lui plutôt qu'à son frère. Voilà. Mais pour l'instant, ça ne se voit pas. Personne ne le sait, donc ça peut paraître irrationnel. Voilà. Et puis son père arrive au milieu du travail. Et là, il y a deux réactions pour le fils. Parce que le père, là, pour lui, il a un choc. Ça réussit à tous les hommes de la famille. Et là, si mon fils ne fait pas comme je lui avais dit, d'abord l'étape A, là, mais il est en danger en fait. Ça réussit. Le contraire de réussir pour les hommes de la famille,
c'est l'échec, quoi. Donc mon fils est en danger. Donc il va insister sur bien respecter l'étape A, B, C, D. Et le fils, donc il a 2 réactions possibles. Soit il est en paix avec lui, il dit oh là, ça fait comme en cours, je comprends rien de toute manière. Il n'est pas venu avec le logiciel dans le cerveau pour comprendre les explications de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc il dit encore du blabla. Il dit papa, laisse tomber. J'y arriverai bien, c'est comme à l'école. Ah bon, c'est comme à l'école? Oui, oui, c'est comme à l'école. Je comprends rien quand on m'explique, mais quand je fais, après je vais finir par y arriver. Même si je me trompe au début, je vais finir par y arriver. Le père dit oh là là, non, c'est pas possible. Il insiste quand même. A, B, C, D. D'accord? Parce que dans sa croyance, il faut tout faire comme papa. Pour l'instant, il n'y a pas de contre-exemple possible. D'accord? Donc il insiste quand même. Et puis, au bout d'un moment, il est pas rassuré, mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même qu'il aille travailler dans son atelier. Et donc, il laisse son fils avec le bout de bois brut. Et le fils, il fait bien comme il veut. Voilà. Et puis, il continue son travail suivant son instinct. Et il met peut-être 7 heures au lieu de 4 pour faire le bout de bois, pour faire le pied de chaise, mais il y arrive. Et il dit, tu vois, papa, j'y arrive. Et le père dit, bah oui, mais bon. Continue à lui donner du travail. Et puis, au bout de quelques exemples comme ça, quand il le présente à ses amis, il dit, il n'est pas tout à fait comme nous, mais il y arrive quand même, c'est le principal. Voilà. Et il y arrive. Voilà. Donc là, le fils est en paix avec lui-même, le père devient en paix avec ce que peut être le fils. Je dis pas que dans certains cas, un père peut être inspiré pour dire mon fils n'est pas tout à fait comme moi. Voilà. Mais dans ce cas-là, c'est dans ce sens-là que ça se passe. D'accord ? Donc quand on devient en paix avec ce qu'on est, les autres deviennent en paix avec ce qu'on est aussi. Donc là, maintenant, on passe à l'autre exemple. Imaginons que le fils se rende compte que pour son père, c'est super, super important de faire tout comme papa. Et qu'il veuille correspondre à son attente. À ce moment-là, le fils va adopter la croyance. Ah ouais, donc il va falloir que j'écoute quelque chose. Je peux pas, mais je vais quand même essayer. Il va adopter la croyance. Il faut tout faire comme papa, qui est contraire à sa nature d'autodidacte. D'accord ? Et là, quand on adopte une croyance qui est contraire à notre nature propre, eh bien, on ne se respecte pas. Et on va créer une émotion, d'accord ? Ou plusieurs émotions d'ailleurs. Donc là, on était dans le plan mental, on passe au plan émotionnel, l'autre brique du dessus. Donc vraiment, c'est comme ça. Quand on adopte une croyance qui est contraire à notre nature, on crée des émotions. Alors, pourquoi il va créer, par exemple, là, cet enfant-là, il va créer papa m'aime pas. Voilà. Puis aux yeux de ma mère, il n'y a que mon frère qui compte parce qu'elle le met toujours en exemple, lui il fait comme papa, quoi. Alors qu'elle a l'impression d'aider son fils en disant fais comme ton frère. Voilà. Et c'est par amour que les parents diront mais il faut faire comme ça. Voilà. Alors que le fils, lui, il le prend à chaque fois comme quelque chose de contraire à lui. Hein. Et il le vit mal. Vraiment, il le vit mal. Et donc il pourrait faire, par exemple, je suis en colère ou je me sens humiliée parce que je ne suis pas à la hauteur de mon frère. Non, là il va faire papa m'aime pas et aux yeux de ma mère, il n'y a que mon frère qui compte. Et puis il pourrait en faire plein des émotions à ce moment-là. Hein. Pourquoi il va faire ces deux-là? Alors l'autre nom des émotions, c'est un état d'âme. D'accord ? Parce que c'est notre âme qui va choisir les émotions qu'on va faire. Parce qu'elle va choisir les émotions qui vont nous permettre de prendre conscience. Peut-être que cet enfant-là, s'il avait fait humilier, ben ça ne l'aurait jamais fait réagir en fait. D'accord ? Par contre, s'il fait papa m'aime pas, ça va le travailler au corps et il aura envie de dépasser ce truc-là. D'accord ? Donc, notre âme va choisir les émotions qu'on va faire. C'est la même chose dans un accident de voiture. Vous voyez, un accident de voiture, il y en a deux qui se rentrent dedans. Celui qui est en tort sort de la voiture, par exemple, et dit « je suis en colère » et puis il insulte l'autre. Ou alors, il sort de la voiture et puis il dit « je me sens humilié, comment avez-vous pu oser rentrer dans ma voiture ?» Puis il y en a un autre, sa journée a été pourrie et puis là, il en rigole, quoi. Il dit « c'est pas possible, c'est le clou de la journée, quoi. » Et puis il y en a un autre, il est zen, il fait son petit constat. J'ai quelque chose à apprendre de la vie. Je ne sais peut-être pas encore quoi, mais j'ai quelque chose à apprendre. Voilà.
Et donc ça, c'est 4 manières de réagir, mais il y en a plein d'autres. À chaque fois, les émotions, elles sont tellement multiples. Et c'est pas la circonstance qui cause les émotions de la personne. C'est bien ce qui se travaille et ce qui s'achoppe à l'intérieur. D'accord ? Les croyances qu'on avait sur la situation. Voilà. Donc quelqu'un qui croit que quand on engloutit sa voiture, on lui en veut personnellement, il peut se sentir comme ça atteint. Mais c'est à cause de ses croyances, quoi. D'accord ? Donc il aurait pu en faire 10 000 des émotions, puis il en fait que 2. Voilà, dans ce cas-là. Donc je continue. Maintenant, imaginons que cet enfant-là, on lui a appris à reconnaître ses émotions et à savoir quoi en faire, quoi. Ce qu'on commence un peu à faire avec les enfants d'aujourd'hui. Nous, on ne nous a pas appris ça. Et donc, il va se poser la question, mais pourquoi je me suis mis dans ces cas-là ? Pourquoi je crois que papa m'aime pas ? Alors qu'il me fait le bisou le soir avant de m'endormir, il me fait des parties de chatouille de temps en temps. Il m'a encore dit je t'aime hier soir. Pourquoi j'ai l'impression qu'il m'aime pas ? C'est dans l'atelier qu'il m'aime pas ? On pourrait se poser la question. Non, dans la maison il m'aime, mais dans l'atelier il m'aime pas, quoi. Ah non, ça n'a rien à voir. Dans l'atelier il est pareil avec mon frère que quand il est dans la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Pourquoi j'ai l'impression que papa m'aime pas dans l'atelier ? Ah, mais j'ai l'impression qu'il m'aime pas dans l'atelier quand il m'explique quelque chose là. Il a un regard sévère avec moi. J'ai vraiment l'impression qu'il veut me faire rentrer quelque chose dans le cerveau. Et d'accord. En fait, je le laisse faire parce que le maître d'école, lui, quand il explique les trucs, j'en ai rien à faire. De me dire, je comprends pas. Et là, en fait, j'ai envie de faire plaisir à papa. Ah, c'est ça la différence. J'ai l'impression que papa m'aime pas parce que je veux comprendre ce qu'il m'explique. D'accord ? Et là, l'enfant qui a reconnu son émotion, il est en train de se dire, mais oui, mais moi, en fait, je suis pas en train de fonctionner comme ça. Je suis pas quelqu'un qui fonctionne comme les autres à l'école pour apprendre. En plus, je suis douée quand même à l'école. J'ai 10 sur 10, donc il n'y a pas de problème. Donc, c'est bien que c'est mon fonctionnement. En fait, je ne fonctionne pas comme ça. Donc maintenant, je vais le dire à mon père. Voilà. Donc le fils est déjà devenu en paix avec lui-même, là, par rapport à sa croyance. Il a compris qu'il fallait abandonner, il faut tout faire comme papa. D'accord ? Il est en paix avec lui. Il explique à son père, là, mais laisse tomber, j'y arriverai bien quand même. Le père ne le croit toujours pas, hein, il réexplique A, B, C, D. Et puis... le fils, par la force de l'exemple, dit « Tu vois, papa, j'y arrive quand même. » Et le père devient en paix avec ce que peut être le fils. Voilà. Et ça peut être des années après avoir fait son premier pied de chaise scabreux. Donc, imaginons que ce soit 3 ans après le premier pied de chaise, et bien, à ce moment-là, il va peut-être mettre 2 jours au lieu de 3 heures pour faire le pied de chaise, ou 4 heures. Mais il va y arriver quand même, il va montrer à son père qu'il peut y arriver. Et petit à petit, le père aura de plus en plus confiance en son fils et va lâcher prise. Il faut tout faire comme papa, sauf pour l'exception de mon fils. D'accord ? Parce que effectivement, voilà. Donc le père est en train d'ouvrir son esprit un petit peu, voilà, par rapport à sa croyance. Maintenant, imaginons qu'on ne nous ait pas appris à reconnaître nos émotions à l'intérieur. Voilà. Eh bien, en miroir, la vie, elle est bien faite. Notre âme appelle à nous des miroirs et d'intensité nécessaire pour qu'on prenne conscience. Donc, imaginons que lui, il ait de la peine parce qu'il croit que son père ne l'aime pas. D'accord ? Donc, papa m'aime pas. Donc, je vis, papa m'aime pas. Voilà. Puis, il a un meilleur ami. Il est au bord du suicide parce que papa l'aime pas. Voilà. Comment ça ? Mais non, faut pas faire ça. Pourquoi tu crois que ton père t'aime pas ? Ah ben moi je suis fils de boulanger et puis j'ai envie d'être boulanger, mais il me laisse devant le pétrin, c'est le cas de dire, avec la farine, l'eau, le sel, et puis moi quand je me mets, il me laisse tout seul sans explication, et moi quand je fais du pain il est tout dur et ma vie va être foutue. Moi je voulais être boulanger et je vois pas comment je pourrais être boulanger si je fais du pain dur. Donc il est vraiment au bord du suicide, il a 16 ans là, ça va pas du tout. Et donc là, il a une intensité plus forte qui lui montre que sa propre émotion. « Ah là là, mais comment tu peux dire ça ? Moi, j'ai l'impression que mon père m'aime pas, même parce qu'il m'explique trop. » Voilà.
Parce que moi, j'aimerais bien qu'on me lâche la grappe un peu. Voilà. Comme on faisait en cours d'ailleurs. Il expliquait à tout le monde, le maître, mais il n'avait pas le temps de passer du temps sur chacun de nous. Donc du coup, il me lâchait la grappe et j'y arrivais très bien. Et là, vous êtes en train de dire qui vous êtes à votre meilleur copain. D'accord ? Vous êtes en train de dire que vous ne fonctionnez pas comme ça. Pas en faisant tout comme papa. Et donc, le copain, il dit « Ah bon ? Mais ton père, il fait ça ? Ah là là, mais moi, j'adorerais que mon père fasse ça. S'il m'expliquait, mais je pourrais comprendre, etc. Faire comme lui. » Mais il y a peut-être juste besoin de le dire, en fait. Donc, dis à ton père, vous dites votre propre conseil, hein. Dis à ton père que tu as besoin d'explications. Ah ouais, t'as raison. Et puis, vous vous dites « Ah ben oui, mais moi, je devrais aussi le dire à mon père, quoi. » Voilà. Et donc vous le dites à votre père, il ne comprend pas, mais vous essayez quand même de faire à votre sauce. Et comme vous étiez en paix avec vous-même, au bout d'un moment, il devient en paix avec vous aussi, le père. Voilà. Maintenant, imaginons que ce soit pas, vous n'ayez pas besoin d'une émotion aussi forte que ça pour en prendre conscience. Ben, ça peut très bien être au bar, en badinant avec votre meilleur copain. Ah, j'ai l'impression que mon père m'aime pas. Et puis il y a Stéphanie qui a fait ça. Voilà. Voilà. Et ben en fait, ça vous choque. Ah, pourquoi t'as l'impression que ton père t'aime pas ? Il est juste en train de badiner, pour lui c'est pas si important que ça, que son père l'aime pas. Parce que moi c'est important ça, etc. Et vous vous dites les choses de la même manière, vous dites qui vous êtes à votre meilleur ami, et lui il vous dit qui il est, et du coup vous venez en paix avec qui vous êtes, et vous pouvez l'exprimer enfin à votre père qui va pouvoir, avec l'expérience, devenir en paix avec vous. Maintenant imaginons que ce ne soit pas au niveau des émotions similaires, mais que ce soit au niveau des croyances. Donc là, vous êtes en train de vous acharner là, sur A, B, C, D, vous en êtes à B, vous avez fini par prendre conscience de A avec les années, là, vous avez mis 3 ans pour comprendre A, et maintenant vous en êtes à B. Et puis vous êtes en train de faire la grosse goutte, vous avez chaud, puis il y a votre frère qui rentre dans l'atelier, qui dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Pourquoi tu ne fais pas tout comme papa ?»« Ah, au secours !» Il vous sort la croyance que vous avez adoptée. Et ça, c'est ce que vous avez adopté, c'était contre vous, quoi. Donc là, vous avez l'impression qu'il est contre vous, votre frère, et qui dit quelque chose, mais j'essaye, bon sang, mais j'essaye, mais je peux pas. Et votre frère dit, pourquoi tu peux pas ? Mais parce que c'est pas ma manière d'apprendre. À l'école, je fonctionne comme ça. Et vous êtes en train de sortir qui vous êtes à votre frère. Ah bon, tu fonctionnes comme ça, il dit, frère ? Ben oui. Mais pourquoi tu le dis pas à papa ? Et voilà, et vous le dites à votre père, etc., etc. Et le père redevient en paix avec qui vous êtes. Mais d'abord, l'intérêt, c'est d'abord de revenir en paix avec qui on est d'abord, à l'intérieur. Maintenant, imaginons que malgré les émotions autour de vous et les croyances autour de vous, vous ne compreniez pas, d'accord ? Quand on adopte une croyance contraire à notre nature, on est déjà en train d'adopter quelque chose qui est contraire à nous, d'accord ? Donc l'âme fait une alerte en faisant une émotion quelque part. Alerte, alerte, adopter quelque chose au-dessus qui est contraire à toi. Donc un état d'âme, d'accord ? Et si on ne l'entend pas, on est déjà en état de tension parce qu'on a déjà adopté quelque chose à l'intérieur de nous qui va passer comme si on avait adopté un pic et qu'on doit fonctionner quand même avec, quoi. Alors, on est en tension à l'endroit où on est piqué. Mais c'est un peu la même chose. Donc sur le plan de l'énergie, on va se recroqueviller, mais même sur le plan physique, parce que l'énergie est le schéma du physique. Donc on va se mettre en état de protection, comme ça, d'accord ? En tension au niveau énergétique et en tension au niveau physique, d'accord ? D'où le décodage à l'intérieur du corps. Par exemple, si vous êtes limité pour faire un geste, votre corps est en train de vous dire que vous êtes limité pour faire ce geste, d'accord ? Donc si vous avez mal au coude à force de jouer des coudes pour être dans cette société, par exemple, votre corps a dit mais arrête de jouer des coudes, quoi, ça te fait mal, quoi. Si vous avez marre de vous agenouiller devant quelqu'un, ça peut très bien avoir mal aux genoux, quoi. Devant une personne en particulier. Il n'y a que quand vous acceptez d'obéir à ses ordres que vous avez mal aux genoux, pas le reste du temps. Voilà. Là on est encore dans le plan de l'énergie, d'accord ? Mais quand vous en arrivez à avoir de la tension jusque dans le physique, là on fait la maladie à l'intérieur. Donc pareil, il y a les miroirs au niveau de l'énergie à l'extérieur, d'accord ? Donc les signes de la vie, du genre prends un petit peu de temps pour toi, d'accord, qui pourrait arriver.
Donc vous êtes sur la route et puis vous voyez plusieurs affiches, des panneaux publicitaires. Et il y a prendre, je sais pas, prendre son téléphone pour appeler telle banque, parce que c'est la première pub que vous voyez. Prendre. Et j'ai dit quoi, prendre son temps, prendre un peu de temps pour soi, c'est ça. Et puis il y a une affiche après, prendre un peu, un peu de, donc il y a une affiche qui dit prendre un peu de sucre, c'est une pub pour le sucre, il n'y a pas de problème. Et puis après il y a une troisième affiche, une affiche de cinéma qui dit le temps et l'espace infini, j'en sais rien. Et puis vous chopez que les trois mots, enfin que les trois petits bouts d'expression qui vous interpellent. Et prendre un peu de temps. Voilà. Et, ah oui, il faut que je prenne un peu de temps. Un peu de temps pour moi. Voilà, vous finissez la phrase et puis voilà, c'est comme si ça vous avait appelé. Donc là, c'est les signes, mais dans l'énergie. D'accord ? Je pense on les lit mieux parce qu'on est plus interpellé par ce truc-là, parce qu'on est déjà en tension à l'intérieur. Et si on voit, on n'est pas obligé de faire la maladie à l'intérieur. Je pense que tout ce qui nous arrive dans le physique aussi est comme un signe. Donc, au lieu de faire la maladie à l'intérieur, on peut faire le problème physique à l'extérieur. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de me rayer 3 fois le pare-choc dans le même mois, alors que jamais de ma vie j'ai rayé mes pare-chocs et que jamais j'ai eu d'accident, quoi. Ah, j'avais un problème de limite. Donc effectivement, ça m'a interpellée. Et là, j'avais le physique, mais à l'extérieur. J'étais atteinte dans le physique, mais à l'extérieur de mon corps. D'accord ? J'étais pas dans la maladie. Donc pour moi, tout ça, ça nous aide à retrouver qui on est, quoi, un petit peu plus qui on est. Donc maintenant, imaginons qu'on a la maladie. Voilà. Donc une fois qu'on a construit les 4 briques, dans le plan mental, émotionnel, énergétique, physique, on peut le prendre par où on veut, par en haut ou par en bas. Imaginons que vous preniez de l'homéopathie, vous êtes en train de prendre de l'information. D'accord ? Plus elle est diluée, plus elle est pure, moins elle est teintée d'émotions et de croyances. Et plus ça devient de l'information pure. Donc vous avez, ça c'est mon point de vue, hein. Je ne dis pas que les homéopathes diraient ça. Hein. Je dis bien que c'est mon point de vue à moi. Donc pour moi, on prend de l'information à l'intérieur de notre corps et à travers l'eau de notre corps, on diffuse cette information dans notre corps. D'accord ? Imaginons qu'on ait une croyance qui, je schématise comme ça, imaginons qu'on ait une croyance qui cristallise une information et qu'elle puisse pas, l'empêche de circuler à l'intérieur de notre corps. Et ben, on va prendre l'homéopathie, on va faire circuler cette information dans notre corps, quand elle est bien choisie, donc l'homéopathie, donc l'homéopathe est très important là. Et du coup, le corps il dit, j'ai plus besoin de cristalliser là, il y en a partout de toute manière. Tchouk, et il se libère, il se détend dans certains domaines. Voilà. D'abord par les croyances et puis après l'émotionnel. Et ça descend plus ou moins vite dans le corps. D'accord ? Suivant les personnes, ça descend plus ou moins vite. Il y a des gens qui vont être plus réceptifs à l'homéopathie que d'autres. Et on peut très bien aller voir le kiné, par exemple. Hop, on va se déboîter l'épaule. On n'a pas pris conscience de pourquoi on s'était déboîté l'épaule. D'accord ? Et puis, il nous redonne de l'énergie en nous remboîtant l'épaule. Quelque part, on n'a plus le problème physique. Et ça nous enlève une des 4 cases. D'accord ? Et ça nous donne de l'énergie pour aller vers la prise de conscience. D'accord ? Et puis peut-être qu'on n'a pas eu assez de temps ou assez d'énergie, ou on était pris par beaucoup d'autres choses, et puis l'épaule se redéboîte. D'accord ? À ce moment-là, vous retournez voir le kiné, il vous remboîte l'épaule. Merci monsieur le kiné. Et puis vous faites votre petite vie, puis vous faites du chemin vers la prise de conscience, d'accord ? Mais c'est pas encore là, d'accord ? Vous y étiez presque, mais c'est pas encore là. Et puis vous redéboîtez l'épaule. Ah mince. Vous retournez voir le kiné, il vous remet l'épaule en place. Et puis dans la journée, vous avez prise de conscience. D'accord ? Vous y étiez presque avant. Là, dans la journée, vous avez prise de conscience de quelque chose que vous n'avez pas du tout raccordé à votre épaule, et plus jamais l'épaule se déboîte. Bizarre. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on va faire dans le physique va pouvoir nous aider pour remonter les plans. Voilà. Et même si on ne fait pas le lien, c'est pas grave, on s'en fiche de faire le lien. Du moment qu'on est guéri, c'est très bien, quoi. Par contre, si vous vous déboîtez l'épaule 150 fois, c'est que ça ne suffit pas, ce que fait le kiné, pour prendre la conscience. Donc il va falloir s'aider sur un autre plan, quoi.
Là, ce que fait le kiné, ça devient une béquille. Et puis, vous savez plus marcher sans la béquille, quoi, après. C'est comme quand on prend un médicament à vie. C'est un peu une béquille. Et puis, du coup, notre corps ne sait plus marcher sans ce médicament-là. Donc, les médicaments, c'est très bien. Mais voilà, après, essayons de faire notre propre chemin de conscience, quoi. Donc, là, j'ai montré un exemple par en bas, par le physique en bas. Mais il y a un exemple par l'information en haut avec l'homéopathie. Et puis, on peut prendre un autre exemple aussi, par exemple quelqu'un qui vient d'avoir un accident de voiture. D'accord ? C'est un monsieur, il brûlait la vie par les deux bouts. Il était tout le temps en train de courir ou de rouler très vite en voiture. Il a un accident de voiture et il devient handicapé. Et il ne peut plus se déplacer qu'en fauteuil roulant. D'accord ? Au début, il fulmine. Au début, et puis ça peut prendre des années même au début, le début où il fulmine. Il est en colère contre tout le monde, il en veut à tout le monde, il crie contre sa femme, contre ses enfants, enfin bref, ça va pas. Et il pourrait fulminer comme ça jusqu'à la fin de sa vie, hein. Il n'y a rien qui l'arrêtera, hein. Il n'y a que lui qui peut s'arrêter de faire ça. Et un jour, ce monsieur-là, on va dire que c'est un monsieur qui a envie de prendre conscience. Ce monsieur-là, il se dit « Oh là là, j'en ai marre d'arrêter de... Enfin, j'en ai marre de pester contre comme ça les gens. Je vais arrêter. On va voir ce que ça donne. » Puis il se rend compte que sa femme a toujours été à ses côtés. Elle est encore gentille. Elle vient de lui apporter un plateau avec son thé et puis ses petits gâteaux. C'est vrai que ça fait 3 ans que je suis vraiment exécrable avec elle. Elle est toujours là à mes côtés, quoi. La chance que j'ai. Vraiment la chance que j'ai, que je ne m'étais pas rendu compte à quel point elle était gentille comme ça. Et il commence à voir d'autres aspects de sa femme, qu'il n'avait pas vu jusque-là. Et puis un jour, il voit son fils partir avec une raquette de tennis et habillé pour faire du tennis. Tu vas où là, comme ça ? Et le fils lui dit, je suis quand même champion régional, papa, je vais continuer à aller aux entraînements de tennis. Mon fils fait du tennis. Voilà. Puis quand même, il est bon, quoi. Il s'en rendait pas compte, il brûlait la vie par les deux bouts, quoi, avant. Et puis il se rend compte comme ça, du coup il s'est dit peut-être que l'autre fils que j'ai fait quelque chose, il fait du piano, et puis à un bon niveau, d'accord. Alors on va aller voir les représentations, puis on va voir aussi le fils faire du tennis quand il y a une compétition. Et là, il commence à profiter de la vie, à se rendre compte à côté de quoi il était passé. D'accord ? Puis au bout de 10 ans comme ça, à se rendre compte que la vie est quand même merveilleuse, mais il n'a jamais été aussi heureux de sa vie qu'après cet accident, après 10 ans. C'est qu'un exemple. Et là, il en est mais à remercier l'expérience, quoi. Parce que jamais il a été aussi heureux. Maintenant, il remercie même d'être en fauteuil roulant. Tellement il est content de vivre ça, quoi. Enfin, au moins cet accident. Peut-être pas d'être en fauteuil roulant, mais au moins d'avoir eu cet accident pour pouvoir vivre ça, quoi. Puis il se dit un jour, mais pourquoi pas moi ? Pourquoi moi j'irai pas à Lourdes ? Donc là, à Lourdes, il y a un point d'énergie. Qu'on soit croyant ou pas croyant, il y a un point d'énergie qui nous traverse, d'accord ? Ça fait un peu comme un magnétiseur puissant. Voilà. Et donc, ce monsieur-là, pendant les 10 premières années de sa vie, il a travaillé le mental, ses croyances par rapport à ce que c'était la vie pour lui, et l'émotionnel, d'accord ? Mental, émotionnel, parce que maintenant, il en est même heureux, quoi, d'avoir été accidenté. Et puis, il a travaillé le physique avec son kiné quand même, parce qu'il fallait quand même faire circuler les fluides dans les jambes et tout ça. Donc, merci tout le monde. Mais il restait encore la brique énergétique, quoi. Et là, on peut arriver au miracle, entre guillemets. C'est juste qu'au niveau énergétique, hop, ça s'est débloqué. Voilà. Donc, quand on travaille, il ne restait plus que la dernière brique, en fait, au niveau énergétique, pour pouvoir libérer ce monsieur. Donc très bien. Après, du coup, il marche. Donc c'est pareil, on peut trouver des choses de ce genre-là avec un magnétiseur, un simple magnétiseur qui fait que de l'énergétique, quoi. Voilà. D'accord ? Donc pour moi, chaque thérapie a ses domaines de compétences. Donc on peut l'aborder, enfin il y a des thérapies qui l'abordent d'en haut, d'en bas, du milieu vers les extrémités. Moi, ce que je fais, c'est émotionnel, énergétique, physique. Mais j'aborde pas l'alimentation qui est aussi physique.
et qui peut avoir une entrée aussi dans ce plan-là. Donc ça, c'est les libérations du péricarde, pour donner un exemple. Mais un psy va vous faire travailler le côté des croyances. Il y a des psys qui vont faire travailler le côté croyance et émotionnel, parce qu'il y a des psys qui ne se limitent pas aux croyances. Et il y a tellement de méthodes comme ça qui sont intéressantes à bien détailler où est-ce qu'elles travaillent et pour son propre chemin vers l'autonomie de sa prise en charge. Je trouve ça intéressant de savoir quelle méthode utilise quoi. D'accord ? Donc, il y a d'autres méthodes comme ça qui libèrent de l'émotionnel. Par exemple, le MDR, c'est une méthode qui libère l'émotionnel avec le mouvement des yeux. Et c'est très intéressant. Il y a des méthodes qui libèrent l'émotionnel et de l'énergétique. Et puis il y a d'autres méthodes qui font un peu comme ce que je fais, qui vont jusque dans le physique. D'accord ? Il y a des méthodes qui vont partir de l'énergétique et qui vont aller vers le haut. Donc vers l'émotionnel et les croyances. Donc après ça, c'est à nous de nous poser nos questions pour notre propre chemin, parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas un seul thérapeute qui va nous dire qui on est. Ou ils vont nous dire de temps en temps une petite bribe de qui on est, mais quelle est la meilleure personne pour savoir qui on est ? C'est bien nous. Oui. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire à travers cette conférence. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Oui, est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises âmes ? Il n'y a pas de mauvaises âmes. Oui. C'est juste des croyances. Je pense qu'il y a des gens aussi qui se détournent de qui ils sont et qui peuvent être très mal par rapport à ça et qui du coup font mal aux gens aussi, beaucoup. Voilà. Je pense que plus on se détourne de soi et plus on peut faire mal aux autres. D'accord ? C'est les roues de l'engrenage, mais à l'extrême, quoi. Enfin, voilà. Mais ça, c'est ma façon de voir. Je vous demande pas de l'adopter. Si, mais j'avais déjà adopté ça. Mais... D'accord. Et sentir ce qui nous fait vibrer. Ça, depuis tout petit, on essaie. Oui, mais on n'est pas à l'écoute de notre corps la plupart du temps. On se perd en faisant des choses. Est-ce qu'il y a des techniques pour sentir ces vibrations dans les moments Alors, je dirais les techniques qu'on libère de l'émotionnel, parce que souvent on est pris par les émotions. D'accord. Donc, mais après, il faut analyser cette émotion. Oui, il faut pas rester à dire c'est bon, j'ai fait une séance, quoi. Il faut vraiment se reprendre en main et être au fait de qu'est-ce que je suis en train de vivre là après la séance, quoi. Ah là, mais oui, mais c'est vrai, depuis que je suis petite, je pense, mais j'avais complètement oublié ce truc-là que je faisais quand j'étais petite. Voilà. Ah, mais j'étais déjà comme ça, quoi. Un exemple de ça, mais je vais parler de moi du coup, parce que j'adore comprendre les schémas sous-jacents à tout ce qui fonctionne. C'est vraiment mon dada. Et alors j'étais bonne en géométrie parce que j'adore les schémas logiques. Voilà. Et j'étais bonne en biologie parce que ça me montrait les fonctionnements aussi du corps humain. Voilà. Et dès qu'il y avait une histoire de comprendre quelque chose, comment ça fonctionnait, j'étais là, ah oui, comment, et j'en demandais encore plus, quoi. Voilà. Donc c'est ces engouements, je veux dire, que vous avez dès qu'on est petit. Après, je pense que dans les intentions d'incarnation, on n'a pas tous les mêmes, d'accord ? De ce que j'ai vu, mais alors là c'est pareil, hein, c'est limité là par contre, c'est du fait que j'ai que 39 ans peut-être, mais voilà. Dans les missions de vie que j'ai vues, que j'ai pu rencontrer de manière consciente, j'ai vu des gens qui font du développement personnel, par exemple passer toute sa vie à développer la confiance en soi. Et donc là, on va vibrer peut-être pour des trucs qui nous mettent dans des schémas sécures. Par exemple, je veux me retrancher dans un métier de comptable ou d'informaticien. Et comme ça, on ne viendra pas m'embêter. D'accord ? Ça peut être ça. Et puis en fait ces personnes-là, dans ces métiers plutôt plan-plan a priori, enfin plan-plan dans le sens relation à l'autre, hein,
Et ben, comme par hasard, il tombe sur un expert comptable pourri, voilà, et il va être obligé d'aller au tribunal et défendre son bout de gras au tribunal. Donc développer la confiance en toi, enfin en soi, d'accord? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas à sa place en tant que comptable? Si, il est à sa place. Il est pile poil à sa place, quoi, pour lui montrer que c'était pas, qu'il fallait pas qu'il reste comme ça, on va dire, qu'il reste plan-plan, d'accord? Qu'il fallait qu'il aille vers les autres. Et cette personne développe la confiance en elle au fur et à mesure. Mais je pense que c'est avec les années, là, par contre, dans ce schéma-là, c'est avec les années qu'on peut avoir le sens, quoi. Parce que des petits, même s'ils vibraient pour être plan-plan, ça ne va pas lui donner beaucoup d'indications. C'est vraiment la prise de conscience. Donc, premier grand type de mission de vie que j'ai vu, ou d'intention d'incarnation, c'est le développement personnel. Après, c'est les rencontres d'âme. Donc, on vibre pour être avec ces personnes-là, on ne sait pas trop pourquoi. Mais c'est là que je veux être. Donc, dans les rencontres d'âme, ça peut être juste pour résoudre une problématique avec une âme. Alors ça, c'est dans mes croyances aussi. Je crois à la réincarnation. Donc, pareil, vous adoptez pas, que je ne vous demande pas de le faire. Ça peut être apprendre d'une autre âme, ou apprendre à une autre âme aussi, ou un compagnonnage, on a prévu de s'accompagner. Ou ça peut être, de ce que j'ai vu, juste sporadique. Jusqu'à présent, vous faisiez une certaine chose tous les deux d'une manière un peu distincte. Et puis, c'est prévu qu'à un moment, vous vous rencontriez. Quand les deux sont prêts, ils se rencontrent. Il y a échange d'informations, échange d'énergie. Ils ne savent pas trop pourquoi c'est fort avec celui-là. D'accord. Puis ils s'éloignent, mais ils ne font plus tout à fait la même chose de la même manière. D'accord. Et donc, ça, c'était une rencontre d'âme prévue quand ils étaient prêts tous les deux. Mais ça peut... on peut se poser des questions, hein, mais pourquoi c'était fort, est-ce que j'aurais dû faire l'amour avec? Non, mais c'était une fille. Ou je suis homosexuelle. Voilà. On peut se poser des questions comme ça. Et non, en fait, c'était juste un échange fort parce qu'il y avait une rencontre d'âme qui était prévue. Voilà. Et c'est intéressant de savoir que ça peut être juste comme ça, sporadique. Voilà. Et qu'il n'y a pas besoin de plus avec elle. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième grand type de mission de vie que j'ai vu. Le troisième grand type, c'est donc les tâches. Donc là, c'est un peu plus facile pour les conseillères d'orientation quand on a 16 ans. Parce que ces gens-là, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Enfin, quand ils accomplir quelque chose, quoi, ben, vous êtes déjà dans le truc que vous voulez faire, quoi. Parce que dès petit, vous vibrez pour faire ce truc-là. Voilà. Donc c'est plus facile pour la conseillère d'orientation. Ça peut être apprendre quelque chose, donc c'est une autre tâche. Là, c'est pas de quelqu'un, c'est apprendre quelque chose. Par exemple, être enseignant-chercheur, ben voilà. Dans un domaine particulier, mais ça peut être contempler quelque chose. Là, la conseillère d'orientation, elle a beaucoup plus de mal à vous orienter, quoi, parce que vous êtes venu contempler quelque chose. Observer un phénomène en moins difficile, par exemple, vous êtes venu observer les grandes guerres sur ce monde, ben là vous êtes journaliste et ça marchera très bien, quoi. Ou politicien spécialisé dans l'international, ça marchera très bien aussi. Et puis alors, mais le gars qui est venu contempler, quoi, imaginez que vous êtes venu contempler tout ce que peuvent construire les humains en tant que bâtiment, quoi. J'adore regarder les bâtiments d'architecture. J'adore ça, vraiment. Puis la conseillère d'orientation, elle vous dit bon, mais t'es bon en quoi? Bah, je suis pas bon en géométrie, par contre. Je pourrais pas construire de plan. Tu pourras pas être architecte. Ah, mince. Eh bien, regarde dans tes notes. Et donc la conseillère voit qu'il est moyen en langue, mais bon, il est au-dessus de la moyenne quand même. Et puis il est moyen en maths. Bah, tu pourrais faire ES. Donc il est juste moyen, il a une terminale ES, d'accord. Et puis il s'oriente vers un BTS de commercial, parce que la moitié de sa classe fait ça. Puis dans les petites annonces, il y a une première petite annonce qui dit vente de bouteilles en verre, voilà, d'un tel calibre. Voilà, il se présente pour pouvoir être commercial dans ce truc-là, mais il se fait pas vibrer pour ce truc-là, donc il n'a pas le boulot, quoi. Ça se voit quand il dit oh je fais ça par défaut, quoi. Presque ça se sent dans la manière dont il en parle, quoi. Donc il n'est pas embauché. Et puis après
il y a vendeur de petites tours Eiffel à côté, enfin à Paris, voilà. Et puis, donc il doit démarcher plein de magasins pour ces petites tours Eiffel. Et au moment de l'entretien d'embauche, il n'est pas embauché non plus parce qu'il n'y croit pas, quoi. Enfin, il ne se fait pas vibrer pour le truc. Puis à un moment, il voit une autre annonce et puis qui dit vente de matériel pour architecte. Ouais, je passerai mon temps à regarder des bâtiments. Et là ça se voit qu'il se fait vibrer pour le truc. Et le gars qui l'embauche, il dit lui, il pourra vendre des trucs parce qu'il aime l'architecture. Et donc, il l'embauche et ça devient un super commercial pour matériel d'architecture. D'accord ? Donc, il passe son temps à aller voir toute une hétéroclicité d'architecture, on va dire. D'accord ? Parce qu'il va avoir une multitude d'architectes. Il aurait été architecte, il se serait limité à l'architecture qu'il aurait produit, à ses quelques copains, à ce qu'il aurait appris en cours et qu'il pourrait lire dans les magazines. D'accord ? Mais là, il va vraiment rencontrer tous les architectes. Et tous les types d'architecture, au cabinet avec les photos qui sont affichées, et quand il va voir les architectes sur le terrain, quoi. Et les bâtiments en train de se construire. Donc vraiment, là, il se fait vibrer. Il ne pensait pas que commercial, ça pourrait le botter à ce point-là. Un autre exemple, pour le même gars. Il est en seconde aussi, mais il ne tombe pas sur la même conseillère d'orientation. D'accord ? Et puis, alors, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Bah oui, mais mon pauvre, contempler l'architecture, c'était pas bon en géométrie, ça va pas marcher. Hein. Donc, là, elle prend pas les bulletins, elle dit montre-moi tes cahiers. Et elle essaye de connaître ce garçon, quoi. Montre-moi tes cahiers. Et puis, là, elle voit qu'il y a plein de petits croquis dans les marges. Ah, t'aimes croquer ? Bah, ça pourrait être pas mal que tu fasses une filière littéraire. De toute manière, ce que tu sais faire en langue, ça pourra servir aussi dans la filière littéraire. Et puis tu pourras faire option art. Et là, dans l'option art, il aime la photo de bâtiments d'architecture. À un moment, on leur a demandé de faire un petit travail, un projet sur photographier des architectures dans les rues, etc. Et là, ça l'a vraiment botté. Donc il ne sait pas trop vraiment, mais ce truc-là, il aimerait bien. Donc il retourne voir la conseillère d'orientation, puis elle le guide vers une licence photo, où il pourra faire des photos de bâtiments. Et donc là, à la fin de la licence, il est repéré par un de ses profs. Il dit vraiment, t'es bon, t'es doué dans la photo de bâtiment. Tiens, je connais un tel qui fait de la photo de bâtiment, par exemple pour un magazine d'architecture. Et puis, sa carrière commence à se développer là. D'accord ? Et après, il fera de la photo de bâtiments pour les bouquins d'architecture. Et donc là, il va parcourir le monde pour contempler l'architecture. Voilà. Donc c'est des métiers prétextes pour réaliser nos missions de vie. Enfin, nous, les intentions d'incarnation. Et le quatrième grand type de mission de vie que j'ai vu, c'est retrouver un état. Que ce soit un état en début de vie, qui était comme prévu, ou un état avant. Voilà, retrouver un état. On peut passer son temps à retrouver un état. Et on peut avoir un petit peu des 4 missions de vie à l'intérieur de notre corps, quoi, de notre être. Parfois, il faut attendre aussi Est-ce que c'est possible que parfois, il faut attendre la maladie pour comprendre qu'on a une âme et comprendre tout ça ? Oui, je pense. Oui. Des fois, même, là, je pense que la maladie peut être programmée. Imaginons que notre âme, elle a dit, attends, t'as passé 3 vies, ou je sais pas combien d'autres vies, et t'as toujours pas compris quand je te signalais au niveau des croyances, que je te signalais au niveau des émotions, que je te signalais au niveau de l'énergétique. Là, d'un seul coup, je te fais la maladie jusque dans le plan physique avec les 4 briques d'un coup. T'as rien vu venir, c'est normal. Faut pas culpabiliser parce que vous n'avez pas vu venir. C'est parce que juste vous avez passé peut-être des vies avant à pas comprendre. Donc là, elle fait directement la maladie pour qu'on comprenne. Voilà. Donc, ça c'est mon point de vue. Hein. Toujours pareil. Donc pour moi ça a du sens. Tout ça, ça a du sens et il faut pas culpabiliser. Il y a juste à vivre. Une autre question ? Je sais pas compris tout à l'heure. La libération du péricarde, c'était quoi ? On fait de la libération émotionnelle, brique émotionnelle, énergétique et physique. C'est une ostéopathe qui avait mis... Ça, c'est un cabinet. Oui, voilà. Ça fait partie des méthodes où on libère de l'émotionnel. Il y en a d'autres. Ouais. Voilà. Donc, trouver sa place, en fait, quand on n'a toujours pas trouvé. C'est pas que sa place, c'est qui on est. Quoi. Oui, voilà. Ouais.
se respecter.